William and Kate, people are obviously incredibly curious about you. So let's start with the obvious. William, where did you propose? When, how, and Kate, what did you say? Je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti en sachant qu'un événement important allait se produire alors que le reste du monde me considérait déjà comme absente, repliée sur moi-même, voire étrangement silencieuse. C'était étrange de lire les spéculations sur ma santé, mon mariage ou mon absence, tout en sachant que je protégeais quelque chose de plus précieux que tout ce que j'avais connu jusqu'alors, ma 4e grossesse, un tournant inattendu dans une vie longtemps perçue comme un bien public. Tandis que le monde extérieur se demandait où j'étais passé, je restais chez moi souvent alité dans une bulle de silence, acceptant que mon corps traversait une fois de plus une épreuve difficile, imprévisible et incontrôlable. Ce mélange de joie et d'appréhension rendait impossible de partager cette grossesse comme les 3 précédentes. Et c'est précisément pourquoi nous avons décidé de tout garder secret, aussi inhabituel que cela puisse paraître. Le matin où le monde a enfin appris la nouvelle, une douce lumière filtrait à travers les vitres d'Adelaide Cottage, comme sur la photo qui allait être vue par des millions de personnes. Nous étions là, William les enfants et moi tenant notre nouveau-né dans nos bras. L'annonce semblait simple, presque discrète, mais elle cachait une longue période de silence, de doute et de choix protecteurs. J'ai eu l'impression de respirer à nouveau après une éternité en voyant son nom, Eleanor Mary Diana. C'était comme une déclaration, un pont entre des moments de mon passé, l'histoire de la monarchie et l'avenir de mes enfants. Pourtant, je savais que ce nom ne racontait qu'une partie de l'histoire. Les mois qui l'avaient précédé étaient tout aussi importants. Pourquoi tant de gens se demandaient-ils pourquoi j'avais été absente si longtemps ? Comment aurions-nous pu réagir autrement alors que chaque détail, chaque changement dans mon expression ou ma posture était scruté par des millions de regards ? Dès l'instant où j'ai soupçonné être de nouveau enceinte, j'ai su que ce serait différent. Mes grossesses précédentes avaient été difficiles à cause de l'hyperémèse gravidique, mais cette fois-ci, c'était différent, plus fragile, plus incertain, comme si mon corps me rappelait sans cesse les risques d'une grossesse à mon âge. Les médecins étaient prudents, William encore plus, et j'ai compris qu'il était difficile de faire des apparitions publiques ou des engagements sans que ma maladie ne soit visible. Nous avons donc fait un choix qui allait à l'encontre des traditions et des attentes, le silence complet. Pas d'annonce officielle, pas de passage devant la presse, pas de sourire forcé, alors que je tenais à peine assise. C'était la seule façon de traverser cette période sans mettre en danger ma santé ni celle de l'enfant. C'était étrange de voir avec quelle rapidité des inconnus pouvaient imaginer des scénarios, des problèmes conjugaux, une maladie, une crise familiale cachée. La réalité était à la fois bien plus simple et bien plus complexe. J'essayais simplement de survivre au jour le jour. Je faisais récupérer les enfants à la maison, j'évitais les grands rassemblements, et je privilégiais les petits moments d'intimité pour me reposer et récupérer. Parfois, je me demandais comment une grossesse, quelque chose d'aussi humain, d'aussi intime, pouvait se transformer en débat public alors que j'avais du mal à expliquer ce qui se passait en moi. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent quand tout le monde s'arroge le droit de s'immiscer dans votre vie privée alors que vous-même peinez encore à comprendre vos propres émotions ? Au fil des semaines, notre maison est peu à peu devenue un havre de paix où la vie quotidienne s'est adaptée aux circonstances. Les enfants ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais ils sentaient instinctivement que quelque chose avait changé. George est devenu plus sérieux, plus réfléchi. Charlotte cherchait constamment à m'aider, même pour les petites choses, et je la remerciais pour qu'elle ne se sente pas accablée par une responsabilité trop lourde pour son âge. Louis était le moins compréhensif, mais son énergie débordante apportait paradoxalement de la légèreté au moment où les tensions étaient vives à la maison. Combien de fois des parents ont-ils essayé de trouver le juste équilibre entre honnêteté et protection? Le nôtre ne faisait pas exception, même si des millions de personnes n'ont vu que la surface et jamais les efforts déployés en coulisses. Quand le moment de présenter notre fille au monde est arrivé, cela m'a paru presque irréel. Elle venait de naître et pourtant je savais que son nom resterait gravé dans les archives, les listes et les générations de l'histoire royale pendant des siècles. Me voilà dans une simple robe crème sans glamour ni perfection ostentatoire, simplement une mère. Cette image, tellement plus intime que les photos traditionnelles sur le perron de l'hôpital, était peut-être notre premier choix véritablement public en tant que famille de 6. Pourquoi ce moment devait-il être différent de ceux vécus avec mes précédents enfants? Parce que cette grossesse m'avait obligé à repenser mes limites et parce que je savais que cette fois je ne voulais pas faire semblant que tout allait bien. Le silence que nous avons gardé n'avait pas pour but de créer une distance mais de nous protéger. Me protéger, protéger le bébé, protéger notre famille. Pourtant, je savais que ce n'était qu'un début. Dès l'annonce du prénom, les questions sur le pourquoi n'allaient cesser de se multiplier. Qu'est-ce qui nous avait contraints au silence? Qu'est-ce qui avait changé? Et que dirait le monde en apprenant les risques, les inquiétudes médicales et les choix émotionnels que nous avions faits en secret? C'est à ce moment précis que mon histoire commence véritablement à la frontière entre secret et transparence.
Qui aurait cru que les mois les plus paisibles de ma vie aboutiraient à la plus grande médiatisation que j'ai connue depuis des lustres? Et comment les gens réagiraient-ils en comprenant la décision que nous avions dû prendre non par tradition mais par nécessité? Les mois qui suivirent furent plus difficiles que je n'aurais jamais osé l'admettre même à moi-même. Dès que j'ai su que ma grossesse était fragile et que chaque signal de mon corps devait être pris au sérieux, mon quotidien a basculé d'une manière que je ne comprenais pas vraiment. J'avais toujours su gérer la pression, encaisser les protocoles, les performances et les obligations interminables avec un sourire que je maîtrisais soigneusement. Mais cette fois, mon corps m'a imposé un arrêt brutal. Les médecins ont évoqué avec prudence les risques mon âge, les complications qui commençaient à se manifester prématurément. Et si ces mots résonnent chez beaucoup de femmes, il m'était étrange de vivre une expérience si humaine alors que des millions de regards attendaient de moi que je reste imperturbable. Combien de fois oublie-t-on que derrière les apparences et les traditions se cache une personne tout aussi fragile que n'importe qui d'autre? Durant les premières semaines, j'ai eu de légers saignements, ce qui a immédiatement alerté mes médecins. Et moi-même, cette grossesse ne se déroulerait pas sans complications. Les conseils étaient sans équivoque repos, activité physique modérée, éviter le stress et déléguer même les tâches les plus simples. J'avais déjà entendu ces mots, mais jamais avec une telle insistance. Cette fois, j'en ressentais l'urgence. Et pour la première fois depuis mon entrée dans la famille royale, j'ai décidé sans hésiter de suivre ces recommandations. Mon agenda public s'est donc vidé presque instantanément. Les annulations se sont enchaînées, les visites officielles ont disparu du calendrier et sans prévenir, j'ai dû observer une période de silence si brutale que même mes proches se sont interrogés sur ce qui se passait. C'était pénible de voir à quelle vitesse les rumeurs circulaient. Certains prétendaient que j'étais trop malade pour assumer mes responsabilités. D'autres laissaient entendre que des tensions étaient apparues dans mon couple. D'autres encore s'enfonçaient dans des spéculations fantasmées, comme si l'on pouvait deviner ce qui se passait à huis clos en analysant seulement quelques semaines d'absence. Je savais que cela arriverait, mais je n'avais plus la force de résister. En même temps, je me posais la question que beaucoup de mères se posent lorsque leur corps les oblige à se replier sur elles-mêmes. Jusqu'où dois-je aller pour protéger ma famille? Et est-ce égoïste de me placer au-dessus des traditions alors que tant d'attentes reposent sur moi? Peu à peu, notre vie à la maison a changé. Adelaide Cottage est devenu moins un foyer qu'un cocon protecteur. Les médecins venaient régulièrement discrètement sans escorte visible et toujours à des moments où personne à l'extérieur ne se doutait de rien. Même notre personnel le plus fidèle n'était pas pleinement conscient de mon état. Seule une poignée de personnes connaissaient toute la vérité. William restait à la maison autant que possible, mais le devoir l'appelait plus souvent qu'il ne l'aurait souhaité. Il marchait constamment sur le fil du rasoir entre protéger notre famille et remplir son rôle dans un monde qui ne connaît pas de pause. Je voyais souvent la tension sur son visage quand il pensait que je ne le regardais pas, un mélange d'inquiétude, de frustration et d'impuissance. Combien de pères se sont sentis coupables de ne pas pouvoir être partout à la fois? Les enfants se sont adaptés chacun à leur manière. George a compris que c'était une période de calme. Il est devenu plus attentionné et a pris en charge de petites responsabilités qui d'ordinaire ne lui incombaient pas. Charlotte essayait régulièrement de m'aider par ses dessins, son silence, sa douce présence. Elle voulait savoir quand le bébé arriverait, si tout irait bien, et je ne parvenais jamais à la rassurer pleinement sans me surestimer. Quant à Louis, encore assez jeune pour réagir principalement à ses émotions, il fallait lui expliquer plus souvent que jamais que je ne pouvais pas toujours jouer le jeu, que je ne pouvais pas toujours m'agenouiller ou le prendre dans mes bras quand il le voulait. Cela me brisait le cœur, mais cela nous a aussi appris la patience et la compréhension des qualités que nous n'avions jamais eu à développer aussi rapidement auparavant. Durant cette période, quelque chose que j'avais rarement connu auparavant s'est peu à peu développé un espace pour moi-même. Non par luxe, mais par nécessité. Je ne pouvais plus m'évader dans le travail, les événements, les apparitions publiques souriantes, ni dans la routine qui rythmait habituellement mes journées. Je devais rester immobile parfois pendant des heures pour éviter que ma grossesse ne s'aggrave. Paradoxalement, cela m'a permis de ressentir une nouvelle proximité avec ma famille. Non pas la proximité active des sorties ou des activités, mais la présence silencieuse d'être ensemble à huis clos. Rétrospectivement, je comprends maintenant combien cela était précieux, même si cela restait émotionnellement difficile. La pression s'intensifiait. Au deuxième trimestre, on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel précoce, ce qui m'a obligé à être encore plus vigilante, régime alimentaire, surveillance, examen régulier. J'avais l'impression que mon corps devait maintenir un équilibre fragile, où le moindre faux pas ou le moindre stress pouvait avoir des conséquences dramatiques. William et moi discutions souvent de combien de temps nous pourrions garder le secret. Pourtant, chaque fois que l'idée d'une annonce se profilait, je me sentais incapable de le faire. Comment annoncer ma grossesse au monde entier sans pouvoir garantir que tout se passerait bien? Quelle quantité d'émotions un public peut-il supporter sans créer sa propre réalité? À l'arrivée de l'automne, nous nous étions habitués à cette routine invisible. J'avais moins peur mais pas moins de vulnérabilité.
J'essayais de savourer les petits bonheurs, l'odeur de la pluie dans le jardin, les dessins près de mon lit, les chuchotements des enfants quand ils pensaient ne pas devoir me déranger. Je me sentais constamment tiraillé entre espoir et prudence. Je me demandais parfois comment les gens réagiraient s'ils savaient ce qui s'était réellement passé. Comprendraient-ils notre décision de ne pas tout dévoiler ou penseraient-ils que la transparence est de rigueur lorsqu'on est sous les feux des projecteurs ? Mais sur un point, je n'ai jamais dévié, j'ai fait le nécessaire pour assurer ma sécurité et celle de ce bébé. Et tandis que le monde continuait de spéculer sur mon absence, j'ai peu à peu compris que le silence n'est pas toujours une perte, mais parfois une protection à l'état pur. La nuit où tout a commencé ne semblait rien de particulier. C'était la fin de l'automne, une de ces soirées où le vent caresse les fenêtres comme pour rappeler le passage du temps. J'étais à l'étage dans ma chambre tandis qu'Adelaide Cottage restait plongée dans son silence habituel. Mais alors que j'essayais de me détendre, j'ai senti les premières contractions, petites rythmées, mais indéniablement réelles. En une fraction de seconde, l'atmosphère de la maison a changé. J'ai su immédiatement que ça avait commencé. Pas plus tard, pas demain, maintenant. William entra dans la chambre au moment précis où je m'agrippais au bord du lit. Il lut mon angoisse avant même que je n'aie prononcé un mot. Nous en avions discuté, nous nous étions préparés, nous avions répété l'opération comme s'il s'agissait d'une mission secrète. Que faire si le travail commençait à la maison ? Les médecins étaient prêts à intervenir discrets, toujours à proximité pour intervenir rapidement mais suffisamment éloignés pour que personne à l'extérieur ne s'en aperçoive. Le plan était désormais mis en œuvre sans un mot. Une demi-heure plus tard, le docteur Mitchell était dans la chambre, accompagné de 2 autres spécialistes que nous connaissions et en qui nous avions confiance. Ils étaient calmes, concentrés, et leur présence était comme un rempart contre le chaos que la vie peut parfois engendrer à l'extérieur. La décision d'accoucher à la maison n'était pas un choix de facilité, mais une nécessité. Un déplacement à l'hôpital aurait immédiatement suscité des questions, attiré les regards et alimenté les spéculations, exactement ce que nous voulions éviter. De plus, les médecins avaient aménagé l'espace comme une maternité privée. Tout le matériel, les protocoles d'urgence, les médicaments et les mesures de sécurité étaient pris comme à l'aile Lindo, mais sans la foule, sans les flashs des appareils photos, sans les regards scrutateurs. Les contractions se sont enchaînées plus rapidement que lors de mes précédents accouchements. Peut-être parce que mon corps avait déjà vécu ce voyage à 3 reprises, ou peut-être parce que j'étais tellement concentré que chaque minute me paraissait intense. J'éprouvais un mélange de confiance et de vulnérabilité. William était assis à mes côtés, sa main serrant la mienne. Il ne disait rien, mais je ressentais tout de lui, sa tension, sa peur, son espoir. À cet instant, il n'était pas le futur roi, ni l'homme investi de responsabilités publiques. Il était simplement mon compagnon me serrant dans ses bras, comme s'il voulait traverser la tempête avec moi. Les enfants dormaient à l'étage, tandis qu'en bas, leurs sœurs se préparaient à découvrir le monde. Ce contraste, leur tranquillité inconsciente contrastant avec notre silence concentré, me rassurait. Je souhaitais que leur vie soit le moins perturbée possible par l'intensité de ce moment. Cela avait toujours été notre objectif, leur permettre de grandir aussi normalement que possible, même lorsque cela semblait presque impossible. Vers 11h, il devint évident que les choses allaient s'accélérer. Le docteur Mitchell vérifia tout une dernière fois. Je sentais l'intensité monter comme si mon corps avançait en ligne droite vers une ligne d'arrivée inéluctable. Au moment de pousser, je n'eus pas le temps de réfléchir. Tous mes instincts prirent le dessus. Tout autour de moi se tut comme si le monde s'était arrêté de tourner un instant. Et puis à 23h33, j'ai entendu son premier son. Ce n'était pas un cri perçant, mais un son pur et puissant qui a rempli la pièce comme porteur d'une promesse. Elle était sur ma poitrine avant même que je sois complètement remise de mes émotions. Elle était petite, chaude et parfaite. 2 kilos. J'ai ressenti une immense vague de soulagement et de gratitude. Non seulement parce qu'elle était en bonne santé, mais aussi parce que nous y étions arrivés. Toutes les peurs, tout le silence, toutes les inquiétudes des mois précédents ont semblé s'évanouir l'espace d'un instant. William s'est penché vers nous, la main sur mon épaule, le visage tout près de celui de notre fille. J'ai vu des larmes dans ses yeux, chose qu'il laissait rarement paraître. Cela m'a profondément ému. À cet instant, j'ai eu l'impression que nous avions traversé ensemble une épreuve que personne d'autre ne connaissait ni ne pourrait jamais comprendre pleinement. Combien de fois a-t-on la chance de se couper du monde un instant et de s'accorder un moment rien que pour soi ? Pendant que les médecins s'affairaient, examens, mesures, prises de notes, je continuais de l'observer. Ses cheveux noirs, ses petits doigts qui se crispaient instinctivement, son visage déjà empreint d'une singularité particulière. Je sentais la présence des femmes dont elles porteraient le nom Eleanor Mary Diana. C'était comme si leur nom formait un cercle protecteur autour d'elles. L'idée qu'elles non seulement porteraient leur héritage, mais qu'un jour elles le façonneraient aussi, me touchait plus profondément que je ne l'aurais cru. Alors que le calme revenait dans la pièce, j'ai senti l'adrénaline céder peu à peu la place à un silence profond, presque sacré. La maison dormait. Le monde n'était au courant de rien. Et c'était exactement ce que je souhaitais.
Avant que le tumulte médiatique ne s'abatte sur nous, nous avions vécu quelques précieuses heures où nous n'étions rien de plus qu'une famille accueillant un nouveau-né. Combien de parents rêvent de prolonger ce moment, ne serait-ce qu'une journée ? Finalement, je me suis laissé tomber sur les genoux de William, à moitié endormi tandis que notre fille était allongée entre nous. Une image qui ne quittera peut-être jamais nos souvenirs, mais qui a pour moi autant de valeur qu'un portrait officiel. À cet instant, j'ai compris à nouveau pourquoi nous avions choisi de vivre tout cela en silence. Non par secret, mais par amour. La nuit de la naissance d'Eleanor a bouleversé ma vie d'une manière que je découvre encore aujourd'hui. Mais dès le premier instant, j'ai su une chose: rien dans cette naissance discrète et secrète ne semblait anormal. C'était exactement comme il se devait, et c'est peut-être là la plus grande surprise. Quand je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois, j'ai su que choisir son prénom ne pouvait pas se faire à la légère. Dans notre famille, les prénoms sont chargés d'histoires d'attente, de symboles, et parfois même d'un fardeau dont personne ne s'est soucié. Mais cette fois-ci, c'était différent. Peut-être parce que cette grossesse était arrivée si soudainement, peut-être parce que pendant des mois, nous ne l'avions connue que dans notre petit monde. Choisir son prénom est devenu un long processus, où William et moi avons pris le temps de comprendre qui elle était déjà avant même que le monde ne la voie. Et finalement, nous revenions sans cesse à un prénom qui nous hantait, Eleanor. C'était un nom qui traversait les siècles, un nom qui alliait puissance et subtilité. Un nom qui semblait porter en lui le passé et l'avenir. Allongé là la nuit de sa naissance, blotti contre moi, j'ai ressenti une paix intérieure. Comme si ce choix nous attendait depuis toujours. Eleanor. Ce nom s'est imposé doucement mais sûrement à mon esprit, à l'image de sa vie qui se déroulerait avec sens, mais sans précipitation. Peut-être connaissez-vous ce sentiment. Parfois un nom se présente non comme un choix, mais comme une vérité. Le nom d'Aliénor n'est évidemment pas un phénomène nouveau dans notre histoire. Aliénor d'Aquitaine, Aliénor de Castille, Aliénor de Provence, des femmes qui ont vécu il y a des siècles et qui figurent encore dans les ouvrages historiques comme des exemples de courage, d'intelligence et de diplomatie. En relisant leur biographie durant les après-midi paisibles de mon alitement, j'ai ressenti un lien inattendu avec ces femmes malgré la distance qui sépare nos vies. Elles ont su naviguer entre les intrigues de cour, les tensions politiques et les pressions familiales qui à leur époque pouvaient être aussi intenses que les projecteurs braqués sur moi aujourd'hui. Ma fille comprendra-t-elle un jour que son nom la relie à de telles figures extraordinaires ? William ressentait lui aussi ce lien. Il a toujours été fasciné par les femmes qui, loin d'être de simples figurantes, ont bâti leur époque. Aliénor d'Aquitaine, mère de roi, mécène des arts, négociatrice politique de renommée internationale. Son nom semblait murmurer que la force n'a pas besoin d'être ostentatoire, qu'elle se nourrit parfois discrètement à travers des choix invisibles. Et n'avions-nous pas justement appris cela ces derniers mois ? Mais Eleanor n'était que le début de son nom. La seconde partie, Mary, portait une dimension plus personnelle. Mary était le deuxième prénom de Diana, mais aussi le nom qui traverse ma famille, celui de ma sœur, le nom qui liait symboliquement nos deux familles. En découvrant le sens, j'ai ressenti une douceur inattendue. Ce n'était pas un hommage à une seule personne, mais un pont entre deux lignées désormais à jamais liées. Et franchement, cela m'a apaisé de savoir que son nom renvoyait non seulement au passé, mais aussi à notre réalité familiale intime. Et puis bien sûr la troisième partie, Diana. Un nom qui ne sera jamais neutre. Un nom qui évoque à la fois la tendresse et la perte. Un nom qui fait écho à une femme dont le monde continue de rayonner même des décennies après sa disparition. Je savais que ce choix ne serait pas pris à la légère. Je savais qu'on l'analyserait, le critiquerait, le comparerait. Mais par-dessus tout, je voulais que notre fille porte le nom de sa grand-mère comme un murmure doux, chaleureux, mais pas trop pesant. Un souvenir, pas un fardeau. Nos discussions entre William et moi étaient parfois plus longues qu'on ne l'imagine. À un moment donné, il a suggéré de faire de Diana mon deuxième prénom, en hommage direct à son histoire. Mais je trouvais que Mary convenait mieux au milieu comme un équilibre, un point d'équilibre entre deux récits plus vastes. Finalement, nous avons trouvé un compromis qui répondait à nos deux besoins, un prénom sincère, sans exagération. Un prénom qui la guiderait sans la contrôler. Quand nous avons enfin prononcé son nom à voix haute, Eleanor Mary Diana, j'ai eu l'impression de boucler la boucle. J'ai contemplé son petit visage et j'ai essayé d'imaginer comment ces trois noms l'influenceraient tout au long de sa vie. Qu'est-ce que ce serait de grandir avec un tel héritage ? S'intéresserait-elle aux femmes qui ont inspiré son nom ? Ou tracerait-elle son propre chemin indépendamment de toute symbolique que nous pourrions y percevoir ? Dans une famille où l'histoire est omniprésente, il est parfois difficile d'oublier que finalement ce sont les enfants qui écrivent leur propre histoire. Les premières réactions de la famille furent empreintes de tendresse et parfois d'une émotion inattendue. Charles marqua une pause en entendant le nom comme si son poids le replongeait dans des souvenirs mêlant douleur et amour. Harry, distant mais non insensible, ressentit le lien symbolique
entre sa fille et la nôtre. James et Pippa affichèrent un large sourire en apprenant que Mary faisait partie du nom. Je vis combien ils étaient touchés de voir notre famille et ma famille biologique réunie par ce seul choix. Quant au monde extérieur, je savais que les réactions seraient diverses. Certains trouveraient cela magnifique, d'autres démodé, d'autres encore trop symbolique. Mais en réalité, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que cet avis importait peu. Ce nom était pour elle, pour nous. Ni pour la monarchie, ni pour la tradition, ni pour la presse. Après tout, la signification d'un nom ne se saisit pas immédiatement. Elle évolue avec elle. Elle se transforme à chaque nouveau souvenir, à chaque chapitre qui s'y ajoute. Maintenant, quand je la tiens dans mes bras, je sens que les noms que nous avons choisis feront exactement cela, grandir avec elle, la façonner, la relier à d'autres sans jamais la limiter. Et c'est à ce moment précis, dans cette prise de conscience, que j'ai compris que cette grossesse et cette naissance n'apportaient pas seulement un nouvel enfant à notre famille, mais aussi un nouveau chapitre de notre histoire. Un chapitre où nous ferions des choix en suivant notre propre voie, sans grande déclaration ni manifestation publique. Un chapitre où le silence n'était pas synonyme de secret, mais de protection. Et un chapitre où un nom n'était pas qu'une simple tradition, mais un symbole d'amour, d'histoire et d'espoir. Les jours qui suivirent sa naissance furent comme une pause rare, un bref instant où le temps semblait suspendu. Je vivais au rythme des tétés, des doux murmures et de moments d'émerveillement silencieux. Le monde extérieur à Adelaide Cottage sembla s'arrêter un instant, comme si personne ne savait qu'une nouvelle vie dormait, respirait, grandissait dans notre foyer. Il était presque irréel de vivre dans un tel silence absolu. C'était comme si la naissance d'Eleanor nous avait offert non seulement un enfant, mais une protection invisible. Je sentais que nous devions chérir cette protection, aussi éphémère fût-elle. Ce premier matin, alors que le soleil filtrait timidement à travers les fenêtres, j'allais annoncer aux enfants la naissance de leur petite sœur. C'était un moment que j'attendais depuis des mois, mais que je devais aussi aborder avec délicatesse. Comment expliquer à des enfants que leur monde a changé sans leur donner l'impression qu'on leur vole quelque chose ? La décision de les impliquer un peu plus tard n'était pas une question de secret, mais d'amour. Ils devaient être prêts à accueillir cette nouvelle sans la pression de la cacher au monde extérieur. Maria, qui est à nos côtés depuis des années et connaît les enfants comme sa poche, les a doucement réveillés. Elle leur a annoncé la naissance du bébé, une petite fille, et que papa et maman voulèrent les voir. Assise en bas sur le lit, Eleanor dans les bras, j'ai entendu leurs pas dans l'escalier. D'abord avec prudence, comme s'ils hésitaient à entrer. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, j'ai ressenti une énergie particulière, une énergie que je n'avais jamais connue. George s'approcha de moi le premier. Il se déplaçait avec le sérieux et la délicatesse qui le caractérisaient. Il la regarda longuement sans dire un mot, comme s'il avait compris d'emblée la responsabilité de son nouveau rôle. J'étais profondément touché par ce calme en lui, par ce regard si mature qui transparaît parfois avec une clarté surprenante chez un enfant de seulement 11 ans. Il tendit les bras et tandis que je lui confiais doucement Eleanor, il la serra contre lui comme s'il l'avait toujours tenue. Charlotte s'approcha, le regard empreint d'une grâce et d'une douceur qui lui étaient propres. Elle caressa doucement le bord de la couverture, les yeux rivés sur sa petite sœur, comme si elle savait déjà qu'elle embrasserait pleinement ce rôle, celui de grande sœur, de protectrice. Et Louis, notre Louis vif et curieux, se tenait près du lit avec son mélange habituel d'enthousiasme et de doute. Il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre et sans le dire à voix haute, il se contenta de demander du regard « Est-ce vraiment notre bébé ?» Il se hissa sur la pointe des pieds pour se rapprocher d'Eleanor et lui effleura la main. L'éclat sur son visage lorsqu'il sentit sa main se serrer en retour est une image que je n'oublierai jamais. Parfois, je me demande combien de parents se souviennent de la première rencontre de leurs enfants. Cela peut paraître une simple réunion de famille, mais pour nous, c'était comme le scellement silencieux d'un nouveau chapitre, un lien qu'on ne peut forcer, mais qui naît d'un sentiment pur et instinctif. Combien de fois prenons-nous en compte le fait que les enfants réagissent très différemment des adultes face à la vie ? Ils ne se projettent pas dans l'avenir, ni dans les responsabilités ou les attentes. Ils se concentrent sur ce qui se trouve devant eux, ici et maintenant. Ce matin-là, nous étions tous assis ensemble sur le lit, comme si le temps s'était suspendu en une seule minute. J'ai vu William nous regarder, un regard mêlant amour et soulagement. Nous y étions parvenus. Nous avions pu offrir à nos enfants un moment sans caméra, sans analyse, sans discussion. Un moment rien qu'à nous. Plus tard dans la journée, quand les enfants furent partis, jouer un moment et que le silence revint dans la pièce, je sentis la lassitude des derniers mois peser sur mes épaules comme un lourd manteau. Mais en même temps, une douceur inattendue m'envahit. Le silence n'était pas vide, il était chargé de sens. Je repensais au choix que nous avions fait ces mois de silence, cet isolement, ce cercle restreint de personnes au courant. Et au lieu du doute, j'éprouvais de la gratitude. Combien de fois a-t-on la chance de laisser la vie se dérouler exactement comme on le souhaite ? Pourtant, je savais que cette période ne durerait pas éternellement. Dans quelques jours, il faudrait faire une annonce officielle. Le pays avait le droit à l'information.
La naissance devait être déclarée. Le monde entier voudrait savoir comment nous allions. Mais nous voulions attendre encore un peu, au moins 2 jours, pour retrouver notre propre rythme. Un choix qui pouvait paraître anodin, mais qui pour nous était comme un dernier souffle essentiel avant le retour à la réalité. Les premières nuits furent un mélange de repos et d'éveil. Eleanor dormait près de moi et je la serrais dans mes bras plus souvent que je ne l'avais jamais fait avec les autres. Peut-être parce que je savais que ce serait ma dernière chance de revivre tout cela. Peut-être parce que cette grossesse m'avait montré combien chaque minute pouvait être précieuse. Et chaque fois que le monde se calmait suffisamment, je me demandais en silence ce que ce serait quand tout le monde saurait qu'elle était là. Comprendrait-il pourquoi nous avions gardé ce moment secret si longtemps? Ce que je savais, c'est que ces premiers jours nous avaient offert quelque chose de rare, un départ paisible. Un moment en famille parfait dans sa simplicité. Quelque chose qu'aucune photo ni explication ne peut saisir, mais qui perdure dans nos souvenirs uniques. Alors que les premiers jours s'écoulaient et que le silence commençait peu à peu à se dissiper, je sus que nous entrions dans une nouvelle phase, celle où notre cocon devait s'ouvrir au monde. La naissance d'Eleanor n'était pas qu'un événement privé, même si je l'avais souhaité. Elle avait des conséquences pour la monarchie, pour le public, pour les attentes que les autres plaçaient en nous. Mais en la tenant dans mes bras et en écoutant sa douce respiration, je sentis que ce nouveau chapitre devait être différent du précédent. Pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression que nous pouvions choisir notre voie au lieu de la subir. C'était comme si Eleanor, sans le savoir, avait apporté non seulement une nouvelle vie, mais aussi une nouvelle perspective. Nos premières conversations avec William ne portaient pas sur les protocoles ou les annonces, mais sur notre avenir en famille. Comment souhaitions-nous que nos enfants se souviennent de leur enfance ? Quel degré d'intimité pouvions-nous leur accorder dans une génération où chaque geste se retrouve inévitablement en ligne ? Et surtout, comment trouver un équilibre entre devoir et protection, entre attente et bien-être? Ce sont des questions que peu de parents ont à se poser à cette échelle, mais qui étaient incontournables pour nous. Et pourtant, j'ai remarqué quelque chose de remarquable, je me sentais moins anxieuse qu'avant. Peut-être parce qu'Eleanor nous avait montré qu'il était possible de transgresser les règles sans que tout bascule. Peut-être parce que j'avais enfin compris que l'important n'est pas de faire des choix parfaits, mais des choix conscients. En toile de fond, une réalité plus vaste entrait également en jeu l'évolution de la monarchie elle-même. Le monde change rapidement et j'en ai perçu l'impact de plus en plus clairement. La façon dont les gens nous perçoivent, ce qu'ils attendent de nous, notre rapport à la tradition, rien n'est plus acquis comme avant. Je l'ai constaté dans les réactions à notre annonce, certains ont été touchés par le nom d'autres, par la photo d'autres, encore par le fait que nous ayons gardé la naissance privée. Mais il y a aussi eu des critiques, des spéculations, l'éternelle quête de signification cachée. Quelle place occupe une famille comme la nôtre, à une époque qui exige à la fois transparence et transgression des frontières? William ressentait cette tension aussi intensément que moi. Son rôle prenait une importance croissante à mesure que son père vieillissait, et cette importance s'accompagnait d'une pression pas toujours visible aux yeux du monde extérieur. Il réfléchissait beaucoup à la responsabilité au leadership et à la modernisation. Et en l'observant, il devint évident qu'il puisait dans sa paternité une force qui transcendait les devoirs cérémoniels. Il ne voulait pas seulement être un futur roi, il voulait être un père présent, compréhensif, un guide. L'image de lui avec Eleanor dans ses bras que j'ai vue d'innombrables fois durant ses premiers jours montrait clairement qu'il représentait une autre génération, une génération qui savait ce que signifiait être à la fois aimé et regretté par un parent. L'avenir de nos enfants m'obsédait de plus en plus. George, qui assumera plus tard un rôle pour lequel personne ne peut le préparer pleinement, porte déjà une responsabilité qu'il n'a pas choisie mais qu'il gère avec un soin croissant. Charlotte, forte, vive et pourtant douce, sera un pilier pour notre famille, une personne qui fait preuve d'un leadership naturel que je reconnais parfois en moi. Louis, plein d'énergie et de curiosité, profitera peut-être plus que quiconque de ne pas avoir à porter le fardeau de la succession. Et puis Eleanor, notre 4e enfant inattendu, notre douce surprise. Je me demandais comment cette situation l'influencerait. Aura-t-elle la liberté qui m'a toujours manqué ? Se sentira-t-elle suffisamment en sécurité pour choisir sa propre voie, même si elle diffère de ce que le monde attend d'elle ? La perspective de son futur rôle au sein de la monarchie, ou peut-être en dehors, suscitait chez elle un mélange d'enthousiasme et d'espoir. Elle figure en bonne place dans l'ordre de succession, mais ses chances de devenir reine sont minimes. Pour certains, cela peut paraître insignifiant, mais pour moi, c'était une opportunité. Elle a la liberté de se découvrir sans le poids du trône. Parallèlement, je sais qu'aucun enfant Windsor ne peut véritablement choisir l'anonymat. Le monde entier l'observe. Mais peut-être peut-elle apprendre à être vue sans perdre son âme. N'est-ce pas au fond le souhait de chaque parent à quelque niveau, que ce soit à chaque tétée, à chaque nuit blanche, à chaque petit son qu'elle émettait, je m'accrochais à cette idée. L'avenir devait être un lieu où nos enfants connaîtraient non seulement leurs devoirs, mais aussi leur humanité. Un avenir où le devoir n'étoufferait jamais leur individualité.
Un avenir où leur nom de famille ferait partie de leur identité sans la définir entièrement. C'est peut-être idéaliste, mais pourquoi ne pas aspirer à un monde où tradition et humanité se renforcent mutuellement au lieu de s'exclure l'une de l'autre ? Lorsque l'annonce a finalement été faite, nous avons eu l'impression d'ouvrir une porte qui devait inévitablement s'ouvrir, mais cette fois-ci selon nos conditions. La photo que nous avons choisie simple et chaleureuse reflétait qui nous sommes vraiment et non l'image que les gens attendaient de nous. Et à mesure que les réactions affluaient, je me suis surprise à me préoccuper moins du jugement et plus du sens. Nous n'avions pas créé une image parfaite. Nous avions créé une image authentique. Et c'était peut-être précisément ce dont nous avions besoin à cette époque. Aujourd'hui, des semaines plus tard, j'ai le sentiment que ce n'est que le début. Eleanor nous a non seulement donné un enfant, mais aussi le courage de redéfinir notre famille. Elle nous a montré qu'il est possible d'évoluer même au sein de limites apparemment strictes. Elle nous a obligés à faire des choix guidés par l'amour plutôt que par les attentes. Et surtout, elle nous a rappelé que l'avenir n'est pas à craindre mais à façonner. Et tandis que je la regarde dormir, je me demande comment se souviendra-t-elle de cette période de sa vie, une période dont elle ne se souviendra jamais consciemment mais qui a été décisive pour ce que nous sommes devenus en tant que famille.